16 septembre 2023. Bonsoir à tous, bienvenue. À la une ce soir, le système éducatif togolais. Aux dernières nouvelles, les autorités en charge de l'éducation ont annoncé l'introduction de la langue anglaise au préscolaire et au primaire, une décision qui prendra effet à compter de la rentrée scolaire prochaine. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend une nouvelle disposition quant au fonctionnement de l'activité de Wi-Fi Zone. Que réserve cette nouvelle disposition aux fournisseurs et utilisateurs? Les détails à suivre dans un instant. À l'international, nous irons au Niger et il semblerait en effet que l'ambassadeur français au Niger, Sylvain Ité, soit pris en otage par les militaires au pouvoir. Dans ce journal, nous reviendrons sur cette affaire. Et enfin, au Soudan, l'armée procède à l'enrôlement de plus de civils pour le combat. Comment se prépare-t-il? On y revient tout de suite. Bienvenue à tous. Les réformes se poursuivent toujours au sein du système éducatif togolais. Il est annoncé pour le compte de la prochaine rentrée scolaire l'introduction des cours d'anglais au préscolaire et au primaire. Les précisions dans ce qui suit. Nouvelle disposition annoncée par le ministère en charge de l'éducation primaire et secondaire le 15 septembre dernier pour le compte de l'année scolaire 2023-2024. Les cours d'anglais seront désormais dispensés au préscolaire et au primaire. Toutefois, cette nouvelle mesure concerne seulement pour le moment un certain nombre d'écoles retenues pour la phase pilote et uniquement le cours préparatoire. Pour une réussite de cette phase test, le ministère assure que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, allant de l'élaboration des différents outils pédagogiques à la formation des enseignants chargés de les exécuter pour une pratique adéquate. Par ailleurs, cette innovation pédagogique vient s'ajouter à la liste de mesures initiées par le ministère de tutelle pour redynamiser le secteur éducatif et améliorer la qualité de l'enseignement. Ces directives concernent notamment les caractéristiques des nouvelles tenues scolaires, la couverture des cahiers qui devront porter des symboles de la République togolaise. Aussi, environ 300 établissements scolaires ont été fermés pour non-conformité aux dispositions en vigueur. Cependant, les frais de scolarité au sein de certains établissements scolaires continuent toujours par être un véritable casse-tête pour les parents d'élèves. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP est revenue dans une nouvelle décision pour fixer les conditions de l'exercice de l'activité du Wi-Fi Zone. Cette nouvelle décision précise les obligations des opérateurs et fournisseurs. Les détails avec Kofi Clé. 6 mois après avoir déclaré que les activités de Wi-Fi Zone est bien licite au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP est revenue avec une nouvelle décision pour réglementer l'usage de l'Internet et sa commercialisation dans la Wi-Fi Zone. Selon l'autorité, pour fournir des services dans un Wi-Fi Zone, le fournisseur doit souscrire d'abord auprès d'un opérateur autorisé. S'il désire multiplier ces Wi-Fi zones, chacune doit être raccordée à un point d'accès individualisé et souscrit auprès d'un opérateur autorisé. Ainsi, l'implantation de pylônes en vue de fournir des services Wi-Fi est interdite. Cependant, le fournisseur doit veiller aussi à ce que les installations et les équipements soient adaptés à l'offre souscrite. L'autre aspect non négligeable sur lequel l'ARCEP est revenu, c'est la sécurité des utilisateurs et de toutes les autres personnes. Si un utilisateur commet une infraction, le fournisseur de Wi-Fi Zone est tenu de coopérer avec les autorités publiques pour permettre l'identification de l'auteur. Dans ce sens, les fournisseurs sont tenus de prendre toutes leurs dispositions pour identifier leurs clients ou les utilisateurs de leurs services. Par ailleurs, le Wi-Fi Zone est un service qui participe à l'inclusion numérique. Cependant, il est aussi source d'une grande insécurité, d'où la nécessité de fixer les contours des activités ayant trait. Santé à présent, la vaccination infantile présente plusieurs avantages de santé publique. Elle assure la protection des enfants contre de nombreuses maladies, mais également confère dans certains cas une protection communautaire. Promise Pomegbe nous parle de cet acte de prévention et ses avantages, et c'est dans le reportage qui suit.
La vaccination infantile met les enfants à l'abri de plusieurs maladies infectieuses. En effet, contenant des micro-organismes, bactériovirus atténués, l'administration d'un vaccin stimule le système immunitaire à se défendre contre la maladie concernée. Les autorités sanitaires et gouvernementales togolaises s'activent depuis bon nombre d'années déjà pour mobiliser les parents autour de l'administration des vaccins aux nouveau-nés. Le but est de les prévenir des maladies meurtrières de l'enfance évitables par la vaccination. Ceci contribue de manière efficace à la réduction de la mortalité et de la morbidité des enfants dans le pays. Au moins 6 fois avant l'âge de 2 ans, les enfants doivent être présents au service de vaccination des centres de santé pour leur faire bénéficier des vaccins contre la poliomyélite, la tuberculose, les diarrhées, la diphtérie, le tétanos, l'hépatite B et bien d'autres encore. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 2 à 3 millions de vies sont sauvées chaque année grâce à cet acte de prévention. La vaccination ne comporte pas que des avantages individuels, mais aussi pour la communauté et pour les générations futures. Elle permet d'éviter des épidémies qui risqueraient d'atteindre les personnes les plus fragiles de son entourage, notamment les nouveau-nés, les personnes souffrant d'une infection contre-indiquant la vaccination, les personnes âgées et les femmes enceintes chez qui cela pourrait entraîner des malformations fœtales très graves. Toutefois, certains vaccins, comme celui antitétanique, ne réduisent pas le risque de contamination pour les non-vaccinés, mais la personne vaccinée de cette maladie mortelle. Parlons à présent d'une étude menée sur la manière dont la digitalisation africaine est perçue et utilisée. L'étude en question porte particulièrement sur les services digitaux, l'intelligence artificielle et bien d'autres récits de Promise Pomegbe, commenté par Cyril Lawson. Selon un sondage réalisé par le site d'information WebArtec et portant sur la perception et l'utilité de la digitalisation africaine, le secteur administratif se révèle celui dans lequel les innovations sont les plus attendues. Pour les répondants, ceci facilitera leur vie quotidienne, mais va également améliorer la gouvernance des pays. Après l'administration, viennent l'éducation, l'agriculture, la santé et bien d'autres selon l'ordre de priorité. L'enquête révèle aussi que l'usage du numérique évolue et se diversifie en Afrique. D'abord les réseaux sociaux, puis les médias en ligne, suivis des services financiers, sans mettre de côté le e-commerce, l'e-administration, l'e-éducation et l'intelligence artificielle. Les crypto-monnaies ne sont pas du reste et même si 63% des internautes interviewés estiment qu'elles ne présentent pour eux aucun intérêt, 9% en possèdent et 25% envisagent d'en ouvrir un portefeuille. L'on note que des défis restent à relever dans le processus de digitalisation. Au rang de ces défis, la cherté des offres, la faiblesse de la collectivité et le déficit de promotion des nouveaux services. Place à l'actualité internationale. L'affaire au Niger prend une autre allure. Le président français Emmanuel Macron a déclaré hier vendredi que son ambassadeur Sylvain Ité est pris en otage. Selon ses dires, ce dernier serait privé de plusieurs de ses droits. Les précisions dans le reportage. L'ambassadeur de France au Niger est pris en otage, a déclaré Emmanuel Macron vendredi. Pour le président français, Sylvain Ité est privé de nourriture et de mouvement par les militaires au pouvoir à Niamey. La junte avait invité le diplomate français à quitter le pays le mois dernier. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France et on l'empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum retenu en otage chez lui est le président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas ou faisions de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est persona non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'animer? Paris ne reconnaît toujours pas le pouvoir des militaires issus du coup d'État du 26 juillet. Pour Emmanuel Macron, Mohamed Bazoum demeure l'autorité légitime du Niger. Nous partons pour la République démocratique du Congo où les activistes profitent du week-end contre les combustibles fossiles qui s'observent actuellement à l'échelle internationale pour manifester leur mécontentement sur des choses
qu'ils estiment être préjudiciables pour le pays et pour l'humanité. Ces derniers ont exprimé à travers une marche leur opposition face au projet du gouvernement qui prévoit exploiter 30 blocs de pétrole et de gaz. Retour sur les images. Alors que se déroule le week-end contre les combustibles fossiles à l'échelle mondiale, à Goma, dans l'est de la RDC, des activistes ont battu le macadam contre le projet du gouvernement d'exploiter 30 blocs de pétrole et de gaz. L'environnement doit être préservé sous toutes ses formes. Le pétrole, c'est un danger pour la population. Nous avons l'exemple de Moanda, nous avons l'exemple de Ogoni au Nigeria, où le peuple est appauvri aujourd'hui par l'exploitation du pétrole au détriment des multinationales. Voilà pourquoi aujourd'hui, la population du Nord Kivu, à travers cette marche, montre son mécontentement contre le pétrole. L'année dernière, Kinshasa a provoqué un tollé à l'échelle internationale en mettant aux enchères 30 blocs pétroliers et gaziers, dont 13 traversant des zones protégées et des parcs nationaux. La plus grande partie de l'écosystème mondial survit ou bien subsiste grâce à ce que nous avons en RDC. Et si nous procédons, et si la RDC procède à la vente des 30 blocs pétroliers, cela va seulement non détruire l'écosystème congolais, mais aussi l'écosystème mondial. La forêt du bassin du Congo absorbe 1,5 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, soit environ 4% des émissions mondiales. Les forages pétroliers et gaziers vont donc provoquer la libération de ces gaz dans l'atmosphère. Tous ces gens qui se trouvent aujourd'hui à New York, qui partent pour parler de l'avenir sur le plan écologique, leur dire qu'au Congo, on a lancé la vente de blocs pétroliers. Or, aujourd'hui, l'humanité est en train de combattre les industries de fossiles. Mais alors que les compensations financières promises par les grands pollueurs se font toujours attendre, la tentation d'exploiter les puits carbone gagne du terrain dans plusieurs pays. Et pendant ce temps, le Kenya est à la conquête des géants américains du numérique. En effet, le président kenyan William Ruto était à Silicon Valley vendredi avec des propositions à l'endroit des firmes technologiques américaines. Sa vision est d'amener les investisseurs à s'intéresser à Nairobi, la capitale de son pays. Opération séduction à la Silicon Valley pour le président kenyan. William Ruto était dans l'univers de la technologie pour vendre la destination Nairobi. Vendredi à San Francisco, devant des entreprises technologiques et des investisseurs américains de premier plan, il a mis en avant les priorités stratégiques de son gouvernement. Je suis venu dans la Silicon Valley pour souligner l'intention stratégique du gouvernement kényan de soutenir par le biais d'infrastructures et d'autres investissements le renforcement de la position du Kenya en tant qu'épicentre de l'innovation et de la transformation technologique en Afrique. Cette volonté affichée contraste cependant avec l'augmentation de la taxe sur les services numériques portée à 3%, sans viser les géants étrangers de la technologie. Mais William Ruto vante le positif. Nous avons mis en place l'infrastructure et le cadre institutionnel nécessaire à une connectivité élevée dans tout le pays. Notre taux de pénétration de la téléphonie mobile est le plus élevé du continent, proche de l'universel. La couverture 4G et 5G est de 96%, avec les principaux centres urbains à travers le pays connectés au réseau 5G. Le téléphone mobile reste le principal instrument de la transformation numérique au Kenya, permettant aux gens d'effectuer un large éventail de tâches et de profiter d'un spectre de services à leur convenance. C'est le moteur qui optimise l'énergie d'une nation jeune et entreprenante. Voilà pour le grand oral présidentiel. Reste à savoir si le pays, qui est accusé d'avoir serré la vis du cadre institutionnel, a réussi à convaincre les géants américains de la technologie. Une semaine après son décès, l'Afrique du Sud rend hommage à Mangosuthu Buthelezi, l'ex-fondateur du Parti de la Liberté, à l'occasion de son enterrement. Incarnant de son vivant le fier esprit zoulou, regardez dans le reportage qui suit comment s'est déroulé l'enterrement de ce dernier. Des guerriers zoulous en tenue traditionnelle portent le cercueil de Mangosuthu Buthelezi, décédé dans la province du KwaZulu-Natal à l'âge de 95 ans le week-end dernier.
Le corps du leader du Parti de la Liberté Inkatha quittait vendredi la morgue pour la résidence familiale. Le cortège est passé au milieu d'imposantes rangées de guerriers à Maputo. Ils brandissaient lances et boucliers, mimant la guerre. C'est ce samedi, soit une semaine après son décès, que se déroulent les funérailles nationales du nationaliste zoulou à Ulundi. Au départ membre de l'ANC, Mangosuthu Buthelezi crée le parti Inkatha en 1975. Il avait remis en cause les stratégies anti-apartheid de l'ANC et a été accusé d'avoir voulu saper le mouvement de libération contre le régime raciste de l'apartheid et d'avoir joué le jeu du pouvoir blanc, ce qu'il a toujours nié. Et puis au Soudan, l'armée fait recours aux civils pour le combat qui se poursuit depuis près de 5 mois. Il s'agit de jeunes identifiés dans des localités se trouvant au nord du pays. Avant de participer à leur premier entraînement militaire, ils ont défilé. Au Soudan, l'armée a de nouveau recruté des civils dans les villages du nord du pays. Encouragés par tout le village de Wadi Hamid, ces jeunes recrues ont défilé arborant des t-shirts de football avant de participer à leur premier entraînement militaire. En près de 5 mois, le conflit soudanais a fait au moins 7500 morts. Le bilan réel pourrait être bien supérieur car de nombreuses zones du pays sont totalement coupées du monde et les deux camps refusent de communiquer leurs pertes. Les combats concentrés principalement à Khartoum et au Darfour, vaste région de l'ouest du pays frontalière du Tchad, ont également poussé près de 5 millions de personnes à fuir leur habitation. La question de l'armement des civils qui plongerait le pays dans la guerre civile fait débat depuis des semaines. Au Darfour, une vaste région de l'ouest du pays frontalière du Tchad, des civils armés ont déjà participé au combat, de même que des combattants tribaux. Les Janjaouides, des miliciens arabes qui forment le gros des troupes des forces de soutien rapide, avaient mené dans les années 2000 sous le commandement du général Daglo la politique de la terre brûlée au Darfour, pillant, violant et tuant des membres d'ethnies non arabes pour le compte du dictateur Omar el-Béchir. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.